Bonjour Daniel Obono. Bonjour. Salut Pablo. Salut, salut. Daniel, tu es député de Paris, membre de la France Insoumise. On t'a invité aujourd'hui parce on te sait très mobilisé sur les questions des violences policières notamment. L'actualité aux États-Unis nous éclaire un peu, je dis bien un peu, on va y revenir sur la situation en France, avec encore dernièrement un jeune Rome, Gabriel, blessé à l'œil à la suite d'une interpellation à Bondy. On va y revenir, mais d'abord, la chanteuse Camélia Jordana, la semaine dernière, après avoir dénoncé les violences policières, a été très largement critiquée jusqu'au sommet de l'État par Castaner lui-même. Est-ce qu'il n'est pas là le premier problème, le déni ? Bien entendu, parce que c'est pas comme si ça faisait pas des années que rapport d'organisations non gouvernementales après rapport que les collectifs de famille, la Commission nationale de consultative des droits humains, enfin voilà, il y a tout ce qu'il y a besoin d'avoir comme information, comme source, comme statistiques qui montrent l'usage disproportionné de la force fait par la police française, qui condamne notre pays jusqu'au niveau européen pour les violences commises, les victimes et les morts qui a eu lieu au cours des dernières années. Donc oui, on est là carrément dans un choix politique d'assumer en fait cet usage qui est fait disproportionné, cette instrumentalisation de la police à des fins qui ne sont pas ceux de ce que devrait être une police, ceux d'une police républicaine. Pourquoi est-ce que c'est si compliqué en France de dire qu'il existe un racisme de la police, un racisme d'État en fait? Je ne crois pas que ce soit uniquement en France, parce que malheureusement, et l'exemple des États-Unis, on va dire, c'est l'exemple paradigmatique, mais ça a été aussi le cas pendant très longtemps, même si ça a évolué en Grande-Bretagne. Il a fallu là aussi le travail des associations, des collectifs de familles et puis des commissions qui ont été mises en place, qui ont un peu fait évoluer les choses, même s'il y a aussi des violences policières en Grande-Bretagne. Donc, c'est une donnée en fait structurelle des États contemporains que d'avoir une police qui est au service effectivement d'un pouvoir et qui va reproduire en fait le fonctionnement des institutions dans lesquelles il y a voilà inscrit dans la matrice des processus discriminants, oppressifs envers un certain nombre de catégories de la population, parce qu'en fait, ça traduit le fonctionnement de la société. La police est une institution qui est le produit d'une société. Et quand on a une société qui est traversée par des rapports de force, des rapports de domination et d'oppression, et bien ça se traduit dans les institutions. Et voilà pourquoi on a ces processus. Et puis après, en fonction de chaque société, chaque histoire, et puis on va dire l'histoire globale, que ce soit à travers l'histoire de l'esclavage, de la colonisation et de la post-colonisation et des rapports inégaux entre les pays au niveau international, ben voilà, on a ça qui se reproduit. Donc, et donc en France, il y a une histoire particulière de l'esclavage, parce que quand on parle de la France, il faut penser l'ensemble du territoire national qui comprend aussi les territoires en Outre-mer où il y a eu de l'esclavage directement, mais aussi sur le continent où il y a eu une bonne partie des ports qui ont profité de l'esclavage et la colonisation et la post-colonisation. Donc voilà, on est en plein dans la continuité de processus structurels d'oppression et de discrimination qui se perpétuent aujourd'hui. Aux États-Unis, la presse parle d'un homme noir, George Floyd, tué par un policier blanc. La presse française ne dirait jamais ça. Homme noir, policier blanc, c'est un problème? Disons que la presse française a des caractérisations un peu assez biaisées. On a parlé d'assassinat d'un homme noir. Oui. En fait, vous savez bien, on est souvent nombreux et nombreuses à le relever, que l'identité des personnes est révélée selon pourquoi elles sont suspectées, et on va parler d'une personne d'une certaine origine quand il s'agira d'une suspicion d'un acte criminel et pas d'autres. En fait, il y a toujours, y compris les médias aussi traduisent les biais discriminants il y a eu les algorithmes des plateformes de nouvelles en continu traduisent des biais discriminants et c'est vrai que
la manière de caractériser tel fait selon que une personne l'aura commis. On parlera d'un déséquilibré quand ce sera un citoyen blanc français ou états-unien, et puis on parlera d'un terroriste si la personne est d'origine ou de culture musulmane. Donc voilà, ça traduit ça. Et c'est vrai que en France, mais dans d'autres pays aussi, mais c'est vrai qu'en France en particulier, parce que il n'y a pas eu les mêmes avancées, les mêmes progrès sur ces questions-là. Parler de la couleur, parler du privilège blanc ou ne serait-ce que le faire remarquer est pris par un certain nombre de personnes. Alors des fois de bonne foi, on va dire, par manque de travail sur ces questions, et souvent de très mauvaise foi, comme une manière de remettre en cause l'unité de la République, etc. Et en fait, c'est juste une manière de perpétuer justement le silence et le déni sur les discriminations. Il y en a qui font le parallèle entre ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis et ce qui peut se passer en France parfois. On l'a vu en plein milieu du confinement. Il y a certains quartiers en France qui ont vu aussi de grosses tensions entre la population et la police à la suite de violences policières. Toi, ça te semble pertinent ce parallèle entre la situation française et la situation américaine? Dans la mesure où, ce que je disais, les mêmes causes produisent les mêmes effets un peu partout, il y a des similitudes. Mais ce que je veux, peut-être la nuance que j'aurais, c'est de dire que ça ne va pas se passer en France, ça se passe déjà en France. Ça prend des formes différentes, mais les violences policières, comme je l'ai dit, ça fait des années que elles ont lieu, des décennies même, que des victimes, les familles de victimes, les organisations de défense des droits humains les dénoncent. Il y a eu effectivement pendant le confinement une multiplication. En tout cas, nous, on a reçu énormément de signalements en tant que députés, et c'est ce qu'on a notamment expliqué dans le courrier qu'on a envoyé au Premier ministre Édouard Philippe la semaine dernière sur cette question-là. Une multiplication, mais simplement parce qu'on est toujours dans un état d'urgence sanitaire où l'exécutif a des pouvoirs exorbitants, et où du coup la police a un rôle encore plus important, un rôle qui devrait être en vérité celui d'assurer la sécurité sanitaire, mais qui est utilisé bien trop avec des abus, bien trop souvent avec des abus. Et donc oui, il y a eu ces violences-là qui ont en plus été assumées politiquement. C'est-à-dire quand M. Castaner explique qu'il y a eu 2 fois plus de contrôle du confinement en Seine-Saint-Denis, alors même que quelques jours auparavant, nous auditionnions les directeurs de la police et de la gendarmerie nationale qui expliquaient qu'en fait, il n'y avait pas eu plus d'abus. Il y avait, le confinement a été respecté sur l'ensemble du territoire, avec la même application par toutes les populations, alors même que des situations sont beaucoup plus difficiles à supporter dans notamment des quartiers populaires où l'habitat ou la promiscuité est plus difficile, et où d'ailleurs les personnes qui étaient en première ligne ont été plus à risque que d'autres. Mais pourtant, ça a été respecté avec beaucoup d'applications. Et on a un ministre de l'Intérieur qui est très fier d'expliquer qu'ils ont décidé de stigmatiser, de cibler en particulier ces quartiers populaires-là pour aucune autre raison que ce biais discriminant qui considère les habitants et habitantes des quartiers populaires comme presque de manière essentialiste, criminogène, que ces personnes auraient plus tendance que d'autres à commettre des délits, etc. Et donc, on va plus les contrôler. Et ça, c'est ce qui explique, selon toi, et personne n'a relevé ça, quasiment personne n'a relevé que, en fait, le ministre de l'Intérieur expliquait la mise en place d'une politique de discrimination. Voilà. Et c'est passé quasiment comme une lettre à la poste. Donc, oui, ça, c'est particulièrement révélateur et insupportable. C'est ce qui explique, Daniel, c'est ce qui explique, selon toi, une recrudescence. Visiblement, on n'a jamais connu autant depuis si on fait le décompte en 2020, il n'y a jamais eu autant de violences policières. C'est ce climat-là, justement, de discrimination fait par ce gouvernement dans des quartiers, notamment, qui provoque une recrudescence des violences policières. Est-ce que tu fais ce constat, d'ailleurs? Est-ce qu'on peut parler d'une recrudescence des violences policières? Est-ce qu'il n'y a jamais eu autant de violences policières qu'en ce moment? Écoutez,
là, moi, j'ai pas les éléments au niveau des chiffres pour pouvoir avoir ce recul-là. Ce qui est sûr, c'est qu'on a connu depuis le début du mandat d'Emmanuel Macron une diffusion beaucoup plus forte, en fait, je crois, de la violence sociale en général, la violence économique, et aussi de la violence physique, de la violence de l'État. Et je crois que les 2 dernières années, avec notamment la manière dont le pouvoir a réagi aux mouvements sociaux, au mouvement des Gilets jaunes et au mouvement contre la réforme des retraites, a montré l'extrême brutalité de ce pouvoir. Et en fait, d'une certaine manière, ça s'est, j'allais dire démocratisé, mais c'est pas, voilà, ça s'est étendu en fait. Le spectre des personnes qui ont été la cible de cette violence de l'État, c'est oui, la police, c'est la violence dite légitime et celle de l'État. Donc, on a vu ça et je pense que ça a été particulièrement marqué au cours des derniers mois. Donc, il y a une généralisation, ce qui était jusqu'à un certain temps réservé, entre guillemets, à des catégories de la population dans les quartiers populaires ou aux personnes migrantes qui depuis des années aussi connaissent le harcèlement policier, la criminalisation, etc. Ben, c'est étendu à des catégories plus larges de militants, de syndicalistes, de citoyens comme les Gilets jaunes qui, y compris, n'avaient pas d'expérience militante. Donc ça, je pense que c'est avéré, en fait, voilà, c'est assez marquant. Et ce qui se traduit aussi, je pense, parce que le revers de ça, on parle beaucoup de la violence qui est ciblée sur la population, mais les formes de résistance aussi, en fait, sont importantes à soulever. C'est ce qu'on voit aussi aux États-Unis, c'est que ça crée aussi une communauté de conditions, être sous ce ciblage de la police. Il y a aussi des résistances et des alliances qui se créent. Je pense que c'est ça aussi qui est important de soulever. Il y a une unité qui se crée dans ce moment-là à travers des revendications qui sont économiques, sociales, parce que derrière les révoltes, les mobilisations, il y a la remise en cause plus largement que les violences policières, de la stigmatisation et des violences économiques et sociales qui sont aujourd'hui le fait d'un très grand nombre de personnes en France et aux États-Unis. Alors, dans la différence entre justement les États-Unis, entre ce qui se passe aux États-Unis et ce qui peut se passer, ce qui se passe en France, il y a, je vais citer une fois n'est pas coutume, Amin El-Khatmi, le président du Printemps républicain. Oui, je vais le citer. Il dit la principale différence, c'est qu'en France, il y aurait des institutions démocratiques qui œuvrent à faire éclater la vérité. Donc, fin de la citation. Est-ce que c'est pas ça l'autre problème, c'est que précisément ces institutions dont parle Amin El-Khatmi, en fait, elles n'existent pas. Tu vois, on parle l'IGPN, la justice, elles font pas leur taf en fait. Et donc il y a cette impunité de l'autre côté de la police lorsqu'ils perpétuent des crimes racistes. Est-ce que c'est pas ça aussi le problème? Il y a plusieurs niveaux. Alors, je ne vais pas revenir sur la citation du dit personnage, parce que je pense que souvent, ça se base à peu près sur le néant, mais ça traduit aussi une des formes du déni. En vérité, heureusement, partout, il y a des contre-pouvoirs qui sont construits, d'abord qui n'existent pas en soi. Ces institutions-là, elles sont le produit aussi de luttes démocratiques pour obtenir un contrôle plus important de l'État, de la police, de son action. Il y a, comme je dis, le travail des organisations de défense des droits humains qui est vraiment très important. Il y a les collectifs de citoyens. Donc, en fait, ces institutions, on va dire, elles existent. Le problème, y compris au niveau de la justice, on a quand même une législation qui nécessiterait d'être plus fournie, plus mise en œuvre surtout en fait. Le problème de la justice, c'est pas tant qu'il n'existe pas de loi, c'est qu'en fait, on n'a pas les moyens d'avoir une justice qui fasse son travail. Les magistrats et magistrates ne sont pas suffisamment formés. Donc c'est la mise en œuvre en fait des politiques publiques qui pêchent plutôt que l'absence d'institutions. Sur la justice, un nouveau rapport a une nouvelle fois écarté la responsabilité des gendarmes dans la mort d'Adama Traoré.
Cette expertise est d'ailleurs dénoncée par la sœur d'Adama Assa Traoré et son collectif Justice pour Adama. Qu'est-ce que tu dis? C'est un acharnement? C'est plus double peine? Là, c'est triple peine, voire plus? Dans le cas d'Adama Traoré et plus généralement de la famille Traoré, parce qu'en fait, on a effectivement une stratégie d'usure qui est faite de manière générale en fait dans tous les cas de violences policières, c'est-à-dire que c'est des procédures déjà judiciaires qui mettent énormément de temps, souvent des dizaines d'années avant d'aboutir les condamnations qu'il y a eu par exemple de la France au niveau des institutions européennes mettent 10 ans, quoi. C'est très long. Donc déjà, il y a l'obstacle financier parce que ça coûte de l'argent pour pouvoir faire ça. Donc c'est le premier obstacle qui est mis. Et puis effectivement, comme le disent les collectifs qui accompagnent les familles, il y a voilà dans l'institution même voilà tout ce qui est mis en œuvre pour ne pas fournir les éléments du dossier pour perdre des pièces importantes. Enfin, voilà, il y a au sein même de l'institution, oui, des blocages qui ont lieu, donc dans la police comme dans la justice. Il y avait un travail qui avait été fait sur le nombre de c'est pas sur les violences en règle générale, mais c'est sur les procédures en matière de discrimination. Qui montre que en fait ces procédures elles aboutissent quasiment jamais. En fait c'est très peu suivi en fait de jugement parce que en fait les gens ils n'arrivent pas au bout, quoi. Donc et donc dans le cas de la famille d'Adama Traoré, il y a l'acharnement qui est fait contre Assa qui mène cette bataille là puisque elle est sous coup de procédures judiciaires. Il y a les frères d'Adama Traoré qui sont aussi ciblés. Et donc oui, on a l'institution qui se défend, en fait, qui se défend, qui continue à perpétuer, voilà, la discrimination. Et en fait, c'est pour ça que c'est important d'avoir des contre-pouvoirs. C'est important que le Parlement fasse son travail, qu'il y ait des institutions indépendantes. Nous, on propose qu'il y ait une institution de contrôle de la police qui soit indépendante de la police ou de l'autorité du ministère de l'Intérieur, parce qu'il ne peut pas être juge et partie. Et donc, il faut ça. Et puis, il faut effectivement que dans la justice, il y ait, je parle de formation parce qu'en fait, il y a même des gens de bonne foi qui reproduisent les biais et le fait de considérer que en fait tel comportement n'est pas si discriminant que ça, etc. On le voit à tous les niveaux. Et donc il y a énormément de travail de formation à faire et y compris qu'il y ait un accompagnement juridique qui soit mis en œuvre par l'État. Donc effectivement, il y a besoin en fait de levier pour contrecarrer tout ce qui dans l'institution va empêcher qu'on démantèle l'institution, parce que l'idée c'est ça, c'est que les mécanismes discriminants doivent être démantelés de l'intérieur, ce qui remet en cause le fonctionnement même de la police, de la justice tel qu'il fonctionne aujourd'hui. Et donc voilà, on a un peu ces réactions-là d'autodéfense entre guillemets discriminants, mais c'est pour ça qu'il faut ce rapport de force et que c'est important d'être nombreux et nombreuses ce soir au rassemblement qui est appelé pour soutenir le combat collectif Adama et plus largement de tous les collectifs de famille. Un dernier mot, Daniel, sur ce qui se joue aux États-Unis en ce moment. Ça s'embrase, on parle d'émeutes. C'est quoi la lecture que tu fais de ce qui se passe là-bas et de ce qui se joue là-bas entre les manifestants d'un côté et Trump qui visiblement est prêt à employer et à déployer l'armée? Je pense que c'est un moment particulier, mais plus largement, enfin, quand on regarde ce qui se passe à travers la planète, que ce soit de Hong Kong à Minneapolis, en passant par ce qui continue à se passer en Algérie avec le Hirak et toutes ces mobilisations, on est quand même dans une période entre deux, pas vraiment sortie de la crise sanitaire, mais avec déjà les conséquences de la crise économique et sociale importante aux États-Unis. Il y a un niveau de chômage aujourd'hui qui a jamais été vu pendant des années, parce que pendant des années, ils ont
beaucoup, ils se sont appuyés sur les travailleurs pauvres dans les services, etc. Mais voilà, les gens avaient ces emplois très, très précaires. Aujourd'hui, ils n'ont plus rien. Et donc, on a une situation économique extrêmement grave, une situation sanitaire qui, comme un peu partout, se stabilise, mais où on a un niveau d'impact sanitaire extrêmement fort, avec y compris dans les populations qui ont été particulièrement victimes du coronavirus. On a les personnes racisées, notamment les Afro-Américains. Enfin voilà, donc il y a ce contexte-là, je pense, qui joue. Et puis ce qui se passe là-bas, je trouve est très inspirant, parce qu'on a des mobilisations très très fortes, très très importantes de mouvements de solidarité et qui sont très larges et qui traduisent aussi le ras-le-bol face à Trump, parce que je pense que il y a les racines du problème vont au-delà. Je pense que c'est quand même important de le dire, au-delà de la personne de Trump. Black Lives Matter a vu le jour sous le mandat de Barack Obama, ne l'oublions pas. Eric Garner, l'homme noir qui est mort d'asphyxie il y a quelques années. Il y a énormément eu énormément de crimes policiers au cours des dernières années aux États-Unis. Donc c'est un problème sur la question des violences policières qui est pas juste le fait de Trump. Par contre, Trump, il a exacerbé le racisme et les discriminations, y compris en prenant fait et cause pour les suprémacistes blancs. Enfin, il assume très clairement ce que n'assumait pas à ce niveau-là, par exemple, le Parti républicain, et ce que n'assume pas une partie de la direction du Parti démocrate. Rappelons quand même que Biden, il est celui qui a coécrit le Crime Bill, qui est un des instruments aussi de les discriminations vis-à-vis d'un certain nombre de personnes racisées. Donc, je pense que Trump symbolise la quintessence du suprémacisme blanc au pouvoir, et donc ces mouvements de colère et de revendication de la réforme du système judiciaire à tous les niveaux, au niveau fédéral, local, etc., sont effectivement très inspirantes. Après, la question c'est quel aboutissement, quelle traduction. Je pense que ça peut porter le candidat démocrate qui est loin d'être une alternative satisfaisante, mais ça peut porter à ce qu'il soit élu contre Trump, mais c'est pas du tout une garantie, parce qu'il suffit pas de ne pas être Trump pour avoir la stratégie qu'il faut pour effectivement remettre en cause tout l'appareil d'État qui produit les violences policières et les violences sociales économiques contre les populations afro-américaines en particulier, mais plus largement la majorité des travailleurs et travailleuses aux États-Unis. Donc voilà, une situation, je pense, qui va continuer à travailler le pays, et puis où je pense qu'on a à apprendre, nous, en France, pour finir là-dessus, de ça, dans le sens où il y a besoin en France de prendre conscience, en fait, que même si ça ne se traduit pas de la même manière, il n'y a pas la même histoire, mais en fait, c'est les mêmes processus structurels, ceux du racisme, de la discrimination et raciale et sociale, qui sont aussi à l'œuvre dans notre pays, et que il y a besoin, en fait, qu'on se mobilise aussi sur ces questions et qu'on propose de véritables alternatives politique face à ça. Alors justement, j'ai une dernière question en parlant de France. Jean-Luc Mélenchon, quand il a parlé des émeutes aux États-Unis, il a été très critiqué parce qu'il a fait un tweet où il n'a évoqué ni le racisme ni la question noire. Est-ce que c'est pas du tout le seul à faire ça à gauche, bien entendu, mais c'est le président de ton groupe, c'est pour ça que j'en parle. Le déni dont on a parlé tout à l'heure, le déni à gauche, il existe sur ces questions-là, sur la question du racisme, sur la question des minorités, il existe aussi. Oui, il existe dans toute la société, il existe y compris à gauche, et surtout à gauche, qui a une histoire assez marquée de ce point de vue-là, qui a été au pouvoir et a été incapable de répondre à ces questions, qui les a instrumentalisées, et qui, dans le dernier mandat en date de la gauche, a plutôt été
un vecteur enfin, la gauche du Parti socialiste au pouvoir a plutôt été un vecteur de discrimination et nous a offert d'un côté Macron et de l'autre Valls, quoi. Donc voilà, je pense que le bilan est assez catastrophique de ce point de vue-là. Et donc du coup, oui, il y a besoin d'avoir ces débats, ce travail, ces analyses, y compris de notre propre histoire. Parce que en fait, la question sur les États-Unis, on peut le voir de plusieurs angles, ce qui se passe aux États-Unis, y compris, moi je pense que ce qui se passe aux États-Unis s'inscrit aussi dans ce qu'a pu dire Jean-Luc Mélenchon dans la vague de révolution citoyenne. Je pense qu'il y a une continue, enfin, voilà, des similarités, comme je disais, quand on voit ce qui se passe à l'échelle internationale, voilà, les mêmes causes produisent les mêmes effets, quoi, la révolte des peuples, ça c'est juste, mais c'est nécessaire d'aller plus loin et de voir aussi les particularités et ce que ça nous apprend aussi de ce qui se passe chez nous, quoi, parce qu'on retrouve les mêmes processus structurels. Donc oui, il y a besoin d'avoir ces débats et je pense que au niveau de la France insoumise, du groupe, dans tous les cas, on a beaucoup travaillé sur ces questions. Comme je disais dernièrement, la semaine dernière, on a interpellé le Premier ministre sur ces enjeux-là en mettant en avant le problème structurel dans la police. Donc, je pense que c'est aussi la tradition d'avancer là-dessus. Depuis le début du mandat, je pense qu'on n'a pas été non plus les moins mobilisés sur ces questions, que ce soit le soutien aux luttes et aux collectifs, les propositions de loi que nous avons faites sur ces questions-là, que ce soit pour la fin du contrôle aux faciès avec l'introduction du récépissé, le contrôle d'identité, ou dernièrement, dans le cadre de notre niche parlementaire, l'interdiction des techniques d'immobilisation létale parmi celles qui ont causé la mort d'Adama Traoré, de Cédric Chouviat, et puis des formes comme celles qui ont causé la mort de George Floyd. Donc, je pense que c'est aussi à travers ce type de travail et les débats qu'il y a aujourd'hui, et y compris les interpellations, à aller un peu plus loin que voilà, une vision un peu voilà, surplombante, mais y compris en tant que marxiste, et je sais Jean-Luc Mélenchon qui est un marxiste assumé, voilà, de partie des conditions matérielles, mais les conditions matérielles, ce sont les discriminations, c'est le racisme structurel, et je pense que voilà, ce travail-là, il est nécessaire à approfondir, surtout à gauche, si on veut être à la hauteur, parce que je crois que c'est un des angles sur lesquels on a trop souvent péché et qui nous empêche aussi, en fait, de fédérer largement toutes les forces aujourd'hui de l'alternative qui sont prêtes et qui aspirent voilà, à changer les choses, à créer une alternative. Donc oui, on a besoin de faire ce travail-là, nous aussi. Merci beaucoup, Daniel. Merci. Merci.